Comme je savais en fait que j'allais finir, je vous ai préparé une communication un petit peu particulière en fait sur son mode, mais vous allez voir en fait c'est quelque chose de tout à fait sérieux en fait. Voilà. Donc légèrement provocateur peut-être, un tout petit peu, mais avec j'espère du fond. Donc, comme l'explique Antoine Prost, il n'y a pas d'histoire sans question, puisque c'est la question qui construit l'objet historique. Autrement dit, une histoire vaut ce que vaut sa question. Je vous invite à découvrir quelle fut la réaction de l'opinion publique réunionnaise lorsque Michel Debré fut écarté brutalement de la vie politique locale à la fin des années 80. Pour cela, j'ai choisi une question volontairement provocatrice, comme je viens de le dire, mais qui devrait nous permettre de mieux comprendre la portée symbolique de l'événement. Qui a assassiné Michel Debré ? Afin d'éclaircir cet épisode qui interrompt la relation inédite et privilégiée qu'entretenait l'ancien Premier ministre avec la Réunion, il convient de mener une véritable enquête en confrontant les faits et les témoignages dont nous disposons. Le 15 mai 1988, la victime est assassinée à Saint-Denis de la Réunion. De nombreux indices, en dépit de preuves formelles, laissent penser que le ou les auteurs du crime ont commis un meurtre avec préméditation. D'un point de vue juridique, la préméditation se caractérise par la prise de décision de tuer quelqu'un tout en réfléchissant activement à la mise en œuvre de cette décision. Or, dans cette affaire, il n'y a ni trace de lutte, ni violence, ni corps laissé à la renverse. Pourtant, l'assassinat a été commis devant une presse médusée. En effet, Michel Debré est victime d'un assassinat politique commis par l'un de ses plus fidèles collaborateurs. Certes, l'assassinat d'Alexis de Villeneuve en 1946 ou celui de Rico Carpaille en 1978 illustrent d'une manière plus radicale la violence des assassinats politiques à La Réunion. Mais les temps changent et cette violence électorale, qui sévit toujours en 1988, n'exerce plus sur la société le même climat de tension et de nervosité. Mais si nous savons qui est l'auteur présumé, son mobile et ses éventuels complices, nous serons pourtant dans l'incapacité de produire les preuves matérielles prouvant la préméditation. Seul un faisceau d'indices étaye notre hypothèse. Mais rappelons que le rôle de l'historien n'est pas de se substituer à une quelconque justice, mais seulement de comprendre l'événement en lui-même, dans sa cohérence immédiate, et surtout d'en mesurer le retentissement dans la durée. Nous nous sommes appuyés sur la presse quotidienne régionale, représentée par le GIR, le quotidien et témoignages, pour étudier les circonstances de cette rupture politique dans la vie de Debré, en privilégiant son éviction politique en 1981, ce qui sera notre premier temps, et en accordant une place moins importante à son voyage d'adieu en 1989 et à son décès en 1996, qui sont les deux parties suivantes, mais où j'irai assez vite. Donc la première partie, le meurtre du père. Le 1er janvier 1988, Michel Debré adresse ses vœux aux Réunionnais et leur rappelle que cette année sera une année d'échéance importante et l'élection présidentielle d'une gravité particulière. Il n'imagine pas qu'il sera victime quelques mois plus tard d'une trahison qui mettra fin à son engagement politique dans ce département d'outre-mer pour lequel il a combattu en défendant inlassablement une certaine idée de la plus grande France. L'ancien Premier ministre annonce sa candidature à l'Académie française le 22 janvier 1988. Son élection le 24 mars n'est qu'une formalité, mais étrangement, c'est en devenant immortel qu'il se rend vulnérable. L'annonce de sa candidature en janvier a laissé croire qu'il laisserait une place vacante au Palais Bourbon. Les appétits s'éveillent alors, ouvrant la porte à la conspiration tacite qui précipitera sa chute. Pourtant, Michel Debré ne compte pas céder son siège et le fait savoir le 19 février, dans un entretien qu'il accorde au GIR. Là, je le cite, « Le fait d'être membre de l'Académie française n'est pas incompatible avec la poursuite d'une carrière politique, car tant que je serai en mesure d'être utile à la défense d'une certaine conception de la France, et notamment du rôle qui doit être le sien dans l'océan Indien, je resterai présent au combat. » Ses intentions sont clarifiées. Il peut désormais s'impliquer dans la campagne présidentielle. Lors du congrès extraordinaire du RPR, qui a lieu le 25 janvier, le chef de la cohabitation, Jacques Chirac, devient officiellement le principal adversaire du président sortant. Face à lui, un autre acteur qui participe aussi à cette campagne est Raymond Barre,
dont nous reparlerons un petit peu plus tard. Cette fois, Michel Debré ne se porte pas candidat à l'élection présidentielle, mais accepte de présider le comité régional de soutien de son ancien rival. Le 29 mars, Jacques Chirac, en visite électorale à La Réunion, participe aux cérémonies données à la mairie de Saint-Denis pour fêter les 25 ans de mandature du député de la première circonscription. Les jours suivants, Témoignages célèbre à sa façon le bilan de Michel Debré en publiant une série d'articles cinglants rédigés par Eugène Rousse. Le 8 février, 13 à 15 000 personnes, selon la préfecture, attendent François Mitterrand à l'aéroport de Gillot. Le maire de Saint-Denis, Auguste Legros, prétextant un mal de jambes, déroge au protocole républicain et inflige par son absence un premier camouflet au chef de l'État. Devant la foule venue l'acclamer, le président lance un appel à l'égalité et à la société, satisfaisant ainsi une revendication du PCR. La retransmission en direct par les caméras de RFO est perturbée par un incident technique qui ne restera pas impuni. 2h30 plus tard, à l'hôtel de ville, Auguste Legros assène un second camouflet au président, à qui il réserve un accueil glacial. La presse nationale relaie l'incident. Cette rupture délibérée de la tradition républicaine fait d'Auguste Legros un rustre pour les uns, un homme de conviction pour les autres. Récusant la polémique, Michel Debré manifeste son soutien à Auguste Legros, qui, selon lui, a agi comme il le fallait, puisque voter Mitterrand, c'est voter contre la Réunion. Pourtant, la réélection du président sortant souligne la profonde division de la droite. En rassemblant dès le premier tour plus de 51% des voix, François Mitterrand devançait très largement ses concurrents. Raymond Barre, l'enfant du pays, obtient 24,50% des suffrages et réalise ainsi un meilleur score que Jacques Chirac, qui lui ne rassemble que 17,46% des électeurs. Selon le journal communiste, la droite réalise son plus mauvais score depuis une vingtaine d'années et rend Michel Debré responsable de cette situation. Un slogan résume très bien cette idée, l'égalité en l'air, la parité à terre. Donc cette élection traduit clairement l'échec de la stratégie de Michel Debré et révèle tout aussi clairement l'aspiration des Réunionnais à jouir enfin de l'égalité sociale. Le samedi 14 mai, l'annonce pourtant prévisible de la dissolution de l'Assemblée nationale met fin à la cohabitation en semant quelque peu le trouble. Profitant de ce changement politique, un jeune conseiller municipal, proche du maire de Saint-Denis, annonce immédiatement sa candidature. Mais Éric Boyer, le candidat météore, comme le surnomme le GIR, se retire le lendemain au profit du maire qui se présente à la demande de ce conseil municipal. Voilà. Auguste Legros annonce également qu'il abandonnera son poste de président au Conseil général. Sa carrière politique, lancée à la fin des années 60, lui permet de devenir maire en 1969, puis président du Conseil général en 1982. Au moment de la dissolution, le suppléant de Michel Debré cumule ses 2 mandats, mais déjà se profilent les cantonales en octobre et les municipales en mars 1989. La dissolution lui offre l'opportunité de satisfaire une partie de l'électorat de droite qui souhaite s'émanciper de la tutelle de Michel Debré. En février, lorsque celui-ci annonce qu'il n'a pas l'intention d'arrêter la politique, Jean-Dominique Truchot laisse entendre dans son éditorial du GIR que l'entourage de Debré ne se réjouit pas de cette nouvelle. Depuis maintenant, et là je le cite, « Depuis maintenant plus d'1 an, le complot était permanent, le sourire de rigueur, surtout depuis que l'on avait annoncé sa candidature à l'Académie française. » Après avoir défié François Mitterrand, Auguste Legros veut apparaître comme le nouvel homme fort de la droite réunionnaise. Jean-Philippe Besse décrit pour le GIR la manœuvre comme une valse à 2 temps, liant la décision d'Éric Boyer à la réaction d'Auguste Legros. La candidature d'Éric Boyer n'était pas à proprement parler une surprise. L'homme a des ambitions et n'hésite pas à les étaler en privé. Ainsi, dès avant le premier tour des présidentielles, il avait évoqué cette éventualité. Rapportant l'événement dans Témoignages, Madia Benhamla évoque une surexcitation qui en disait long sur les marchandages et autres tractations qui avaient eu lieu tout au long de la journée. Reste à savoir, se demande-t-elle,
ce qui a été offert à Éric Boyer en échange de son désistement, la présidence du Conseil général, s'interroge-t-elle. Le tour est d'une incroyable simplicité. Éric Boyer l'explique ainsi. « J'avais dit en janvier que je serais candidat si le maire de Saint-Denis ne se présentait pas. Aujourd'hui, M. Legros est candidat, je me retire. » Le fait d'allier le retrait de sa candidature à l'annonce de celle du maire, dont il est proche, a pour but d'acclimater l'opinion publique à l'idée d'une candidature d'Auguste Legros, remplaçant implicitement celle de Michel Debré. Pour la première fois, le 17 mai, le quotidien et Témoignages évoquent simultanément le meurtre du père. Le quotidien décrit un Michel Debré poussé sans ménagement dimanche vers la sortie par ceux qui étaient hier ses principaux amis, voire ses enfants. La mort du père, décidée à la mairie de Saint-Denis, témoigne de la volonté de la droite locale de tirer toutes les leçons des derniers scrutins, quitte à abattre celui qui apparaissait jusqu'à peu comme un monument historique. Dans un article qu'elle intitule « De Profondis pour le RPR », la journaliste de Témoignages, donc Madia Benhamla, n'hésite pas à comparer le meurtre symbolique du père à un exorcisme, un sacrifice rituel dont Michel Debré serait, bien malgré lui, la victime expiatoire, le bouc émissaire. Le même jour, dans les pages intérieures du quotidien, Idriss Issa révèle dans une enquête minutieuse la chronologie de cette journée des dupes. Alors là, je vais le citer un petit peu longuement, mais c'est très important pour comprendre ce qui s'est passé. En réalité, rien ne laissait supposer, dit-il, cette candidature. Au lendemain de l'annonce de la dissolution, les conseillers municipaux de la majorité se réunissent en séminaire pour établir un bilan de campagne. C'est un coup de fil de Michel Debré qui a mis le feu aux poudres et provoqué le coup de force du maire de Saint-Denis. Michel Debré joint à 2 reprises son suppléant et l'informe de sa décision de se représenter. Aussitôt informé, le conseil municipal de Saint-Denis fait bloc contre cette candidature. Le maire propose alors un vote à bulletin secret. 75% des conseillers municipaux de la majorité désapprouvent cette candidature. Reste à trouver un candidat qui fasse l'unanimité, contrairement à Michel Debré ou à Éric Boyer. Après un tour de table qui permet d'établir le profil du nouveau candidat, le nom du maire est avancé par l'un des conseillers. Un nouveau vote à bulletin secret entérine à une très forte majorité cette candidature de recours fortement appuyée par les conseillers barristes. Une quinzaine de jours plus tard, le même journaliste, Idriss Issa, obtient un entretien exclusif d'Auguste Legros. Celui-ci affirme que Michel Debré lui avait annoncé depuis quelques jours son intention de ne pas se représenter. Selon le maire de Saint-Denis, Michel Debré demandait d'attendre mercredi ou jeudi pour annoncer une candidature, ce qui, dit-il, constituait leur seul désaccord. Le journaliste du quotidien lui demande alors s'il n'aurait pas été préférable de laisser Michel Debré annoncer son retrait lui-même avant de prendre une telle décision. Mais selon le maire, divers éléments militaient pour une décision rapide sans qu'il ne précise lesquels. Ces arguments ne résistent pas à la logique, car si réellement Michel Debré avait l'intention de ne pas se représenter, pourquoi avait-il besoin d'attendre et surtout, pourquoi aurait-il désapprouvé le choix du conseil municipal ? Debré connaissait les qualités de son suppléant, qui d'autre que lui aurait pu être un meilleur candidat à sa succession. Mais la version du maire contredit l'enquête menée par le journaliste du quotidien. En réalité, la candidature d'Éric Boyer n'a jamais constitué une réelle menace. Au mieux, était-elle une diversion, mais elle trouble la situation suffisamment pour convaincre le conseil municipal de s'affranchir de la domination de l'ancien Premier ministre. Naturellement, se sentant trahi, Debré ne demande pas le renouvellement de son mandat et se garde bien de soutenir quelque candidat que ce soit. Selon le quotidien, Debré les renie tous. Le coup de force d'Auguste Legros provoque la division. Sur les 8 candidats qu'il doit affronter, 4 sont de droite, appartiennent à la droite. Au premier tour, et nous avons un des candidats qui est dans la salle. Alors, au premier tour, le maire sortant obtient 37,45% des voix, tandis que ses adversaires de droite totalisent près de 15%. Profitant d'un bon report de voix, il est élu au second tour avec 53,23% des suffrages face au candidat socialiste Gilbert Annette. Alors, le GIR a écrit un commentaire qui est intéressant parce qu'il est
plutôt flatteur. Et on sent en fait un glissement par rapport à Auguste Legros. Alors je vous lis ce commentaire. Auguste Legros a intelligemment tiré toute une succession de leçons après la campagne ratée du RPR pour Jacques Chirac et la nouvelle donne créée par le départ mal préparé de Michel Debré. Donné battu il y a encore 3 semaines par ses adversaires, mais aussi par la plupart de ses amis politiques, le maire de Saint-Denis aura réussi à inverser la tendance. D'accord. Alors, je dois me dépêcher. En fait, là, c'est la partie vraiment la plus intéressante. Je vais vous lire en fait quelques extraits de courriers des lecteurs. Je vous les lis parce que vous allez comprendre. En fait, là, on ressent en fait vraiment l'émotion en fait donc des auteurs de ces courriers. Donc, le pari d'Auguste Legros était risqué, mais en dépit de sa réélection, son image reste désormais entachée par son attitude à l'encontre de Michel Debré et de François Mitterrand. Donc c'est ce que révèlent ces courriers des lecteurs. Donc François Annecy décrit ironiquement le tombeur de Michel Debré comme un véritable champion de France, d'hommes et d'hommes compris de la loyauté. Pour Jacques Le Guillaume, Debré a sa part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé, car même si le maire de Saint-Denis a entrepris un acte politique des plus irrespectueux, donc ça, je le cite, en réalisant un coup d'État miniature, l'ancien Premier ministre a paru surpris, voire dépassé, faute d'avoir préparé sa sortie. L'auteur livre un verdict toutefois peu amène. Michel Debré s'est-il cru député à vie ? On a beau être l'unique fils spirituel du général de Gaulle, le rédacteur de la Constitution de 1958, on n'est pas moins obligé de gérer son temps politique, comme je suis moi-même obligé de gérer le mien en ce moment. Donc, Yves Payette, un militant de base du RPR, défend un point de vue opposé et se déclare révolté par l'autoproclamation d'Auguste Legros. Il interroge le maire de Saint-Denis sur la légitimité de sa candidature. Donc là, je le cite. « Monsieur Legros, vous êtes candidat, vous êtes aussi membre d'un parti politique qui est le RPR. Qui vous a désigné ? De quelle manière demandez-vous les voix du RPR ? Par ailleurs, ce militant reproche aussi à Auguste Legros d'avoir donné une mauvaise image de La Réunion par son manque de courtoisie à l'égard du président. Je termine avec un dernier courrier lecteur. Donc, c'est un lecteur qui se définit comme non socialiste et non communiste, qui se réjouit de voir Michel Debré contraint d'abandonner son poste de député, mais qui regrette lui aussi qu'il soit remplacé par un homme qui ne fait pas preuve d'esprit d'ouverture, qui n'a pas fait preuve d'esprit d'ouverture lors de la visite du président de la République. On se rend compte à travers ces courriers des lecteurs que finalement, ce qui est reproché à Auguste Legros, ce n'est pas tant d'avoir remplacé l'ancien député, mais c'est surtout la manière dont il l'a fait, et on lui reproche aussi donc le manque de courtoisie en fait à l'égard de François Mitterrand. Il me reste encore quelques minutes ? Non. D'accord. Donc je vais conclure. Alors. Donc dans les 2 dernières parties en fait que j'allais aborder, le testament politique et donc la vraie mort en fait de Michel Debré, finalement tout ça on peut le résumer par quelque chose de très simple. Finalement, cette mort politique, cet assassinat politique de Michel Debré, finalement, lui a permis de préparer son immortalité, puisque finalement, il aura plus de temps pour rédiger ses mémoires. Donc, la seconde mort, finalement, sera l'occasion, donc la vraie mort, en fait, donc en 96, sera l'occasion de compter ses amis. Alors là, on retrouve à La Réunion un certain nombre de voix en fait qui sont plutôt laudatrices en fait. Donc à part quand même une exception notable, celle de témoignages qui pose une question importante. Alors si j'arrive à retrouver, alors attendez une petite seconde. Non, c'est pas grave. Bon, je ne retrouve pas la question qui est posée par témoignage, mais finalement, ce dernier article de témoignage, enfin, juste ce qu'il faut préciser, c'est que ce dernier article de témoignage, concernant Michel Debré, c'est la seule référence qui est faite au décès du plus grand adversaire du PCR. Donc c'est intéressant, puisque finalement, on constate que le PCR
en quelque sorte envie d'enterrer le plus rapidement possible donc son adversaire le plus farouche, et tandis que le GIR et le quotidien vont prendre beaucoup plus de place en fait, pour revenir sur la carrière politique de Michel Debré et lui rendre les derniers hommages. Mais donc la question qui est posée dans cet article de témoignage reprend finalement la question de départ. En fait, elle se demande en fait qui a tué le père, enfin qui a tué Michel Debré, et elle se demande à quoi tout cela a pu servir finalement. Donc, l'assassinat de Michel Debré est très vite perçu par la presse locale comme le meurtre du père, c'est-à-dire c'est-à-dire toute l'importance du lien filial qui existe entre Debré et une certaine partie des Réunionnais, tandis que l'autre partie maudissait en fait Michel Debré. Alors, cet assassinat a lieu à un moment particulier de sa vie, puisqu'il vient tout juste d'être accepté à l'Académie française et qu'il entame une carrière d'immortel, comme je l'ai dit. Alors, il fête également ses 25 ans de mandature à La Réunion. Michel Debré est entré dans la lumière, il appartient à l'histoire et il le sait. Mais presque aussitôt, en livrant son dernier combat, au moment de la bataille présidentielle, il subit sa dernière défaite, sans doute la plus cuisante. Son combat contre l'égalité sociale, ou en faveur de la parité, selon le point de vue où on se place, est perdu. La réélection de François Mitterrand signe son désaveu, d'autant que Raymond Barre fait mieux que Jacques Chirac à La Réunion. Mais le coup de grâce vient de son plus fidèle lieutenant. On sait combien la fidélité est une vertu cardinale aux yeux de Michel Debré. Sa confiance et peut-être l'illusion qu'il est encore utile dans le combat le perdent. L'usure du pouvoir a eu raison de Michel Debré. Trahi par Auguste Legros, il subit alors sa première mort. Elle est le fruit d'un conflit de génération autant qu'une perte chronique d'influence. Le monde change, mais Debré reste fidèle à ses valeurs. La dissolution de l'Assemblée nationale offre à ses conspirateurs une opportunité inespérée, mais là encore, il convient de souligner la correspondance symbolique. Debré est assassiné au moment où Mitterrand dissout l'Assemblée nationale. Auguste Legros profite de l'absence de Debré, qui se trouve isolé, maintient le RPR à l'écart, agite la menace virtuelle de la vraie fausse candidature de son allié et manipule d'autant mieux le conseil municipal qui lui propose, comme une évidence, de remplacer l'absent omniprésent. La manœuvre fonctionne à merveille, mais le meurtre du père traduit en réalité un besoin d'émancipation. Le retour de l'immortel, le temps d'une visite, est une demi-résurrection. Elle permet à Debré de se réconcilier avec cette île qu'il a tant aimée et d'y livrer son discours testament. Son intronisation à l'Académie lui permet désormais de se consacrer à autre chose. Il érige ses mémoires et se prépare à l'éternité. Sa seconde mort, la vraie, sera l'occasion d'une célébration digne du personnage et de son rang. Ambroise, Saint-Denis, 2 lieux où son cœur n'a cessé de battre. Je vous remercie.